jeu, c'est un condensé de football suisse après chaque journée de championnat. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Téléclub. Ravi de vous accueillir. Ce qu'il faudra retenir évidemment de cette 20e journée de Super League, c'est la victoire de Neuchâtel Xamax du côté de la Maladière, alors que ce n'était plus arrivé depuis le 26 septembre dernier et que Michel de Castel était licencié en début de semaine. Le choc psychologique semble avoir fait son effet face à Lucerne. Stéphane Anchaud décroche donc son premier succès sur le banc des Rouges et Noirs. Le troisième de l'exercice pour la Lanterne Rouge qui revient à 1 point de grâce au père. Une bouchée d'oxygène pour Neuchâtel Xamax qui doit s'inspirer de cette performance pour la suite du parcours. On vous remontrera évidemment les faits saillants de cette rencontre et des 4 autres matchs disputés ce week-end. Les réactions à chaud, la Challenge League, What the Foot et un reportage sur l'Observatoire du sport sont aussi au programme de la prochaine heure dans laquelle j'accueille Claude Riff. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et puis Vincent Rigolet complète l'équipe de ce dimanche. Bonsoir Vincent. Bonsoir Elodie. On attaque Vincent avec la Challenge League. En ouverture vendredi, le Lausanne Sport faisait un déplacement en principauté. Ouais, déplacement périlleux pour le LS au Liechtenstein. Les Vaudois s'étaient imposés 2-1 dans la principauté. C'était lors de la 2e journée. Mais ils avaient subi la loi de Vaduz à la Pontaise sur le même score. Lausanne rentre bien dans son match sur coup franc. Kukuruzovic ouvre le score d'une jolie frappe. Il ouvre également son compteur. Premier but de la saison pour le milieu de terrain de 29 ans arrivé cet été. Mais le LS va retomber dans ses travers en seconde période. Le jeune Puertas met une balle en retrait suicidaire et Tadic s'en saisit. Tadic qui élimine Nganga d'un grand pont avant de battre Castella. Vaduz est de retour dans le match. La défense lausannoise décidément aux abonnés absents sur ce corner. Gajic est absolument seul à l'arrêt pour mettre sa tête et donner l'avantage à ses couleurs. Le LS qui va finalement arracher le point du nul en toute fin de match. Kukuruzovic met dans la boîte et Silva peut égaliser d'une jolie tête. Les hommes de Contini ne ramènent qu'un point de leur déplacement. C'est mieux que rien, mais il va falloir commencer à engranger des victoires si Lausanne veut véritablement obtenir la promotion cette saison, Claude. Oui, bien sûr, on sait bien qu'avec les nuls, on n'en avance pas, surtout en connaissant le résultat de Servette. On dit voilà les regrets que l'on pourrait avoir, parce que les victoires, c'est vraiment les grosses accélérations. Servette, parlons-en justement, puisque pour le compte de la dernière rencontre du week-end, les Grenats se rendaient cet après-midi au Tessin. Servette qui n'a plus perdu depuis le mois d'août en championnat et s'est facilement défait de Chiasso par 2 fois cette saison, une fois 3-0, une fois 5-1. 2 déplacements des hommes de Gaguerre au Riva Quattro n'avaient rien de compliqué. Et pourtant, quand je vous ai dit tout ça, vous vous doutez bien que ça ne s'est pas passé comme il le voulait. Pourtant, Servette va ouvrir le score par Alex Schalk, qui est bien réactif là sur ce ballon, mal géré par la défense et par le gardien de Chiasso. Et pourtant, 23e minute, Milosajevic va égaliser 1-1 sur une passe de Milin Ceanu. Voici cette magnifique frappe de Milosajevic pour le 1-1. Et puis Servette va se faire piéger. 40e minute, c'est Guidotti qui va inscrire le 2-1 pour Chiasso en solo après avoir récupéré la balle. Mauvaise affaire de Servette qui connaît maintenant un coup d'arrêt, Elodie. Effectivement, Servette qui restait invaincu depuis le derby face au Lausanne Sport. Claude, quand on voit la pelouse de Chiasso, on sait à quel point le déplacement est compliqué. Servette qui a un petit coup de mou. Oui, mais c'est de toute façon une équipe difficile à jouer, on connaît Chiasso. Puis, voilà, vous venez de le dire, ils ont perdu leur dernier match le mois d'août. Alors, si on perd tous les 5 mois, moi je signe aussi. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la loi des nombres, il y a les statistiques. On va voir si vraiment Servette a de la peine à redémarrer sa saison, même si le premier match n'a pas été aussi excellent qu'on aurait pu l'imaginer. Mais voilà, à un moment donné, bien sûr, on perd un match. Alors que le LS et Winterthur rattraperont leur match annulé mercredi contre respectivement Kriens et Rapperswil. On va voir le tableau des résultats, Vincent, de cette 20e journée et le classement. Dans cette 20e journée, donc Vaduz et le LS se séparent sur le score de 2-2. Victoire d'Aro sur la pelouse de Rapperswil. Kriens s'est défait de Winterthur 2-0. Et puis, on vient de le voir, Chiasso a battu le Servette FC 2-1 sur sa pelouse. Villechafouze se quitte sur le score de 1-1. Au classement, Servette reste donc à 40 points et le LS revient à 9 unités des Servettiens. On retrouve Aro au 5e rang sur une très bonne série et puis Rapperswil, Yona ferme la marche avec 18 points. Merci Vincent. Avant d'ouvrir notre page consacrée à la Super League, on va faire un petit break rafraîchissant avec Mickaël Bugnon et les What the Foot. Cette semaine, on attaque avec le Special One qui n'est pas vraiment plus spécial que vous et moi, vous allez le voir. Cette semaine, on a eu des nouvelles de José Mourinho.
le Special One illustre bien son passage à Manchester United. Allez, on fait le point tout de suite sur la météo avec Alain Rohrbach. Température un tout petit peu plus clémente qu'hier soir du côté du Stade de Suisse où l'on évoluait dans une température frôlant les 0 degrés, 0,6. Aujourd'hui il fait 2, quasi 4 fois plus chaud qu'hier soir. Merci Alain, n'oubliez pas que demain nous gagnerons 3 minutes de lumière et on pourra souhaiter une bonne fête à tous les Arnaud. Direction la Suède désormais où les matchs ont pu avoir lieu la semaine passée. Et c'est tant mieux, ça aurait été dommage de se passer du très beau but d'Anders Randrup. Petit bémol, c'était dans son propre but. Le Borussia Dortmund est fan d'Axel Witsel. Le club a diffusé dernièrement un clip en l'honneur du joueur belge pour promouvoir cet accessoire indispensable que l'on retrouve dans la boutique officielle du club. Et comme on a environ 12 ans d'âge mental, on n'a pas pu s'en empêcher. On est un peu feel good après cette histoire de perruque, alors on reste dans cet état d'esprit, avec le joli tweet du Stade Rennais qui recherche le propriétaire de ce doudou perdu au stade. Parce qu'un doudou, c'est pour la vie. Et on va terminer avec des nouvelles de Neymar, qui a fêté son anniversaire et ce malgré sa blessure. On a eu droit à la danse de la chaise. Ensuite, il nous a fait un petit slam. Je viens de là où en bas ça joue au foot au milieu de la nuit. Je viens de là où on fait attention à la marque de ces textiles. Et même si on les achète au marché, on plaisante pas avec le style. Et finalement, grande surprise, on a découvert qu'il ne se roulait pas que sur les pelouses de football. Allez, moi je vous laisse avec un incontournable du What the Foot. Ciao ciao. Merci à Michael Bugnon. What the Foot revient évidemment la semaine prochaine. Hier soir au Parc Saint-Jacques, le FC Bâle accueillait Saint-Gall, deux formations qui avaient parfaitement négocié la reprise. Et c'est en première mi-temps que les Rhénans auraient dû faire le break. Mais le gardien saint-gallois Stojanovic a fait des miracles, notamment à la 22e minute lorsqu'il repousse le penalty botté par Ricky van Volswinkel. C'est un troisième penalty raté en 6 tentatives pour l'attaquant néerlandais en Super League. La poisse qui colle au basque des hommes de colère dans cette première période, puisque sur un ballon renvoyé par la défense des Brodeurs, la frappe de Luka Tsoufi s'écrase sur le poteau. À la 86e, c'est le Français Bakayoko qui ouvre la marque après un petit numéro tout seul, avec les Brodeurs qui pensaient à ce moment-là repartir avec la totalité de l'enjeu. Mais c'était sans compter sur Samuele Campo, qui n'avait plus joué depuis septembre, qui est entré à la 80e minute et qui a pu signer un très joli coup franc dans les arrêts de jeu. Bâle qui paye cher son manque d'efficacité en première période et qui aurait pu, Claude, laisser Young Boys s'en aller et prendre encore quelques points supplémentaires, soit 21, mais c'était sans compter surtout, on le verra tout à l'heure. Y a-t-il encore du suspense? J'essaye de pimenter, vous savez, il reste 16 journées, c'est pas simple. Bon, c'est un match nul en tout cas qui fait les affaires, en l'occurrence, du FC Zurich dans le haut de tableau. Voilà, qui fait les affaires, mais aussi de Saint-Gall tout de même, parce qu'ils débutent très très bien aussi leur championnat. Pour Peter Seidler, qui est venu avec Barmeta, qui a mis Raab, Kuteza, Sierro offensivement sur le terrain du FC Bâle. Donc voilà, c'est aussi une bouffée d'air frais, je trouve, ce Saint-Gall qu'on attend toujours. Est-ce qu'ils vont une fois arriver de nouveau en Europa League, de nouveau être une équipe intéressante? Et là, ils en prennent tout de même le chemin. Absolument, et on se réjouit de les voir lors des prochaines journées sur la pelouse. Avant de revenir sur la performance des Zurichois justement dans le derby de la Limat, on va s'intéresser à celui qui est le président du FCZ depuis presque 13 ans, Angelo Canepa, qui dirige son club de cœur, celui qui l'a fait rêver tout petit déjà. Avec son épouse, il est un personnage incontournable du football suisse évidemment et un soutien financier important. Il reste toutefois un homme méconnu en Suisse romande. Nicolas Menecre est allé à sa rencontre et il a abordé avec lui sa passion pour le FCZ. On découvre ce premier volet de l'entretien. Seit ich mich mit Fußball beschäftige, ist der FC Zürich natürlich mein Club gewesen. Ich habe die vielen erfolgreichen Jahre als Fan miterlebt, 60er Jahre, Meisterschaft, Europacup, Halbfinale, Real Madrid. Und das ist tief unten im Herz und das wird natürlich immer so bleiben.
Vous êtes un peu l'image du FC Zurich. Vous auriez pu être une sauterelle, un supporter de Grasshopper ou Zurich, c'était clair? Nein, das ist auch etwas, das man wie von Geburt auf eingeimpft bekommt. Ich bin einfach seit Beginn weg FC Zürich, da gab es gar nicht eine andere Alternative. Ich muss allerdings sagen, mein jüngerer Bruder, der war Grasshopper-Fan, also wir haben da ab und zu gewisse Kämpfe gehabt. Aber ich muss schon auch sagen, ich habe keine irgendwelchen Animositäten gegenüber Grasshopper Club. Ich respektiere den Verein, ich respektiere die große Geschichte von Grasshopper. Es gibt ja noch ein kleines Geheimnis, das ist zwar auch nicht mehr so geheim, aber ich war ja früher auch mal Fußballer und ich habe sogar mal eine Einladung bekommen für ein Probetraining beim Grasshopper Club und ich war, glaube 17 Jahre alt und ich bin dann hingegangen. Es war damals Erich Vogel, der mir diese Einladung geschickt hat. Aber ich bin dann natürlich nicht gegangen. Vous l'avez dit, vous n'avez pas toujours été président, mais un jour, vous l'êtes devenu. Comment et pourquoi ce jour-là vous avez arrêté de travailler? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin ausgebildeter Betriebswirtschaftler und diplomierter Wirtschaftsprüfer. Ich habe viele Jahre bei Ernst & Young gearbeitet, am Schluss auch viele Jahre in der Geschäftsleitung. Und dementsprechend musste ich natürlich auch sehr viel Fachliteratur lesen. Und der Sonntagnachmittag, der war bei uns, bei meiner Frau und mir immer heilig. Da sind wir bei uns zu Hause in die Sauna gegangen. Und dann habe ich so viel Fachliteratur mitgenommen in die Sauna und meine 3, 4 Fußballhefter. Und was habe ich immer mit größter Leidenschaft gelesen? Nicht Fachliteratur, sondern meine Fußballhefte. Und ich habe dann meiner Frau gesagt, irgendwann möchte ich irgendetwas im Fußball machen. Ich habe nichts Konkretes im Kopf gehabt. Während 12 Monaten war ich nur im Verwaltungsrat und der damalige Präsident ist dann relativ bald, nach 2, 3 Monaten schon zu mir gekommen und hat gesagt, du musst übernehmen. Habe dann aber nicht lange überlegt und habe gesagt, wohl, das mache ich. Et de manière bénévole, vous ne faites que ça et sans être payé? Das ist so, ja. Ich habe früher natürlich in meinem angestammten Beruf auch verdient, gut verdient. Und seit ich beim FC Zürich bin, arbeite ich gratis, das stimmt. Vous parlez très souvent de votre épouse. Quel rôle elle a humainement aussi, financièrement, mais aussi humainement? Also finanziell sind wir eine Einheit, oder? Wir haben nur eine Kasse. Nein, da haben Sie sehr gut erkannt. Meine Frau war ja früher eine sehr, sehr erfolgreiche Managerin. Sie war mehrere Male Unternehmerin des Jahres hier in der Schweiz, auch im Ausland. Und seit meine Frau da ist, haben wir permanenten Dialog. Sie weiß sehr viel, versteht auch sehr viel vom Fußball. Nein, sie macht einen super Job und für mich ist sie extrem wichtig. Et si elle vous dit, Ancilio, fertig? Also, sagen wir es so, wir sind uns nicht immer einig. Es gibt natürlich gerade zu einem Fußballclub immer wieder Themen, auch Kaderplanung, soll man einen Transfer machen, soll man ihn nicht machen und, wo wir da nicht immer gleicher Meinung sind. Das ist schon so. Und wir müssen das dann auch ausdiskutieren, manchmal auch zu Hause. Und ich sage dann manchmal, gut, ich habe es jetzt gehört. En Suisse allemande, les gens vous connaissent très bien. En Suisse romande, un peu moins. Et l'image que vous avez, c'est certes le président avec son épouse en train de fumer la pipe, on la voit là, qui est, et votre chien. Quelle image vous aimeriez donner? Ich glaube, wichtig für uns ist, dass man anerkennt, dass wir faire Personen sind, dass wir den FC Zürich auch familiär führen wollen, dass sich die Leute bei uns wohlfühlen sollen, dass sie auch offen ihre Meinung abgeben können und dass wir sicher auch ambitioniert sind, dass wir etwas miteinander erreichen können. Also ich denke schon, dass die Leute, die uns kennen, die würden sagen, ja, das sind integre Leute. Das ist für mich wichtig, der Begriff Integrität. Et hier soir, alors que Ludovic Magnin purgeait son match de suspension en tribune, on l'a vu descendre sur le banc du FCZ, Ancilo Canepa, alors que sa formation était malmenée par Grasshopper. Vincent Rigolet, vous étiez au commentaire de ce 3e derby zurichois de la saison.
Hier soir, c'était le 273e derby de la Limmat entre Zurich et Getse. Deux équipes en manque de résultats. Zurich n'a remporté qu'un de ses 6 derniers matchs. Getse restait, lui, sur 4 défaites de rang. C'est le FC Zurich qui rentre le mieux dans cette partie. 7e minute, Kololi au corner pour Karabatse. Le Géorgien de 19 ans est bien seul pour placer sa tête et inscrire son premier but en Super League. On pense Zurich lancé, mais étonnamment, le FCZ lève le pied. Et c'est un très bon Getse qui fait surface dans cette première période, à l'image d'Engoy, très actif, qui passe tout près de l'égalisation sur cette frappe contrée par Neff. Brecher était largement battu. La saison prochaine, le VAR va faire son apparition en Suisse. On ne peut que conseiller à Jean-Pierre Riner de se faire discret. Le défenseur central de Getse aurait bien pu quitter ses coéquipiers à la 29e minute pour avoir volontairement marché sur la main d'Odey. Pas de sanction de la part de M. Jacotet. Arbitrage encore, 38e, Karabatse contre un ballon du bras, penalty selon l'arbitre. Holzhauser en profite pour égaliser. Le penalty est sévère, mais le 1 partout est mérité, Getse a pris le dessus. Ravet qui fait son retour avec les sauterelles donne un excellent ballon à Svetkovic. Brecher à la parade, Zurich souffre avant la pause. Mais cette pause va permettre aux hommes de Magnin de se remobiliser. C'est une toute autre équipe qui revient des vestiaires. Winter dans le dos de la défense joue en retrait pour Karabatse, qui est à quelques centimètres du doublé. Karabatse excellent dans ce match. Les Zurichois vont finir par trouver la faille. Centre de Neff pour son compère de la défense, Maxe. Le Danois contrôle et s'applique pour donner l'avantage à Zurich. Et 5 minutes plus tard, on va finir le travail côté FCZ. Alors qu'on revoit ce but du défenseur central Maxe. Je le disais, 5 minutes plus tard, on va finir le travail du côté FCZ. Winter sert Schönbechler qui talonne pour Domjani. Le jeune milieu de terrain voit sa frappe détournée heurter le poteau et revenir dans le dos de Lindner. Score final 3-1. Claude, c'était pas parfait. C'est une victoire qui va faire du bien aux Zurichois avant la réception de Naples jeudi. C'était pas parfait, mais il fallait très bien réagir après Saint-Gall, là, où Zurich nous avait un peu inquiétés. Et puis là, je dirais, pendant 70 minutes, ils ont été plus forts. Pendant 20 minutes, c'était très, très tendancieux pour eux. Et grâce au point, ça aurait peut-être pu faire la différence. Ils ont été très timides. Ils ont été avant-derniers du classement, malheureusement. Et ils n'ont pas bien réagi, je trouve, en deuxième mi-temps, alors qu'ils avaient le vent en poupe. Mais là, pour Zurich, c'est bien. C'est un résultat quand même qui rassure avant de jouer un match de gala. Parce qu'il n'y a pas seulement le match de gala, il faut que ce soit un grand match. On peut faire un exploit contre Napoli. Enfin, quand on est joueur de foot en Suisse, on y croit. On y reparle tout à l'heure de l'Europa League avec le président Ansilo Kalepa. On va quand même rappeler que le FCZ est une institution dans le football suisse avec 12 titres de champion, 10 Coupes de Suisse. Ces succès ne l'ont cependant pas empêché, on s'en rappelle, de passer par la cage Challenge League il y a 2 ans. Un couac désormais oublié pour un club qui regarde l'avenir avec optimisme, approuvé en novembre dernier par les citoyens zurichois. La construction d'un nouveau stade doit lui donner un nouvel élan. On découvre le deuxième volet de notre entretien avec le président du FC Zurich. Wir möchten einfach kontinuierlich zu den Top 3 gehören in der Schweiz. Wir möchten regelmäßig jedes Jahr am Europacup teilnehmen und wir möchten einfach auch in Zukunft eine Top Academy führen, wo wir junge Spieler ausbilden können, die wir dann auch in die erste Mannschaft integrieren können. Aber wir sind ambitioniert, oder? Ich meine, ich habe jetzt in diesen letzten 12, 13 Jahren sind wir 3-mal Schweizer Meister geworden, wir sind 3- oder 4-mal Cup-Sieger geworden, wir sind 5-mal Europa-Cup-Gruppenphase gewesen, Europa League, einmal Champions League. Aber wir sehen uns schon als Club unter den Top 3, das ist schon unser Ziel. Économiquement, la ville de Zurich en Suisse est numéro 1. Est-ce qu'un de ces clubs de football ne devrait pas être aussi numéro 1? Da sprechen Sie natürlich auch ein ganz wichtiges Thema an. Ich habe ja im Europacup auch mit ausländischen Vereinen gespielt und die haben mir immer wieder gesagt, eigentlich müsste ein Fußballclub, der in der Stadt Zürich domiziliert ist, der müsste eigentlich jedes Jahr in der Champions League spielen, der müsste sogar in der Champions League Erfolg haben. Nein, es ist ein bisschen schwierig. Zürich ist ein ganz spezieller Fall. Wir haben 2 Vereine, wir haben FCZ, wir haben GC, wir haben Eishockey, wir haben sehr viele andere Events, Kultur, Theater und. Und das Zürcher Publikum ist ein bisschen verwöhnt, Cherrypicking.
Wir haben gegen Real Madrid gespielt, Champions League. Wir hatten dort 200.000 Ticketanfragen. 200.000. Aber es fehlt ein bisschen der Reflex, auch während dem Jahr, oder jedes Wochenende ins Stadion zu kommen. Dieser Reflex fehlt ein bisschen. Da beneide ich natürlich schon Basel, oder? Da gehört es einfach dazu, Samstagnachmittag oder Sonntagnachmittag, man geht ins Stadion. Das ist ein bisschen wie in der Bundesliga. Da hoffe ich, dass wir irgendwann in Zürich in diese Nähe kommen. Hängt auch ein bisschen vom Stadion ab natürlich. Das letzte Grundstadion ist kein Fußballstadion, also die Stimmung geht ein bisschen verloren. Justement, ce nouveau stade dont la construction a été votée, est-ce que ça peut faire devenir Zurich une ville de foot? Ich würde so sagen, Zürich ist bereits heute eine Fußballstadt. Es ist nicht so, dass die Leute sich nicht für Fußball interessieren. Im Gegenteil, also wenn ich jetzt heute wieder da auf die Straße gehe, Sie können sicher sein, ich werde überall begrüßt und Hopp FCZ und super. Aber eindeutig, wir werden sicher mit dem neuen Stadion mehr Zuschauer haben. Das Fußballstadion wird dann auch für mehr Stimmung sorgen. Es ist sehr kompakt, also ich gehe schon davon aus, dass wir dann auch 15.000, 16.000 Zuschauer im Schnitt haben werden. Also das glaube ich schon, ja. Cette année, 2019, entre guillemets, Zurich va fêter les 10 ans de son dernier titre de champion de Suisse. Les dernières fois, c'était chaque fois avec des entraîneurs romans. Avant Bernard Chaland, il y a eu Lucien Favre. Quel regard vous avez sur la Suisse romande, vous en tant que président du FC Zurich, et quelle importance ont les Romans pour Zurich? Ja, das ist... Ich habe nur gute Erinnerungen, wirklich sehr, sehr gute Erinnerungen an die Trainer aus der Romandie. Ich denke wirklich, dass das eine Erfolgsposition ist, so die Lebenseinstellung der Romandie. Und dann hier in Zürich ein bisschen mehr, alles ein bisschen Seriosität und so. Und das miteinander kombinieren ist einfach ein Erfolgsprinzip. Aber auch viele Spieler, die wir aus Genf, aus Neuburg geholt haben, die haben wirklich auch ein bisschen diesen FCZ-Fußball geprägt. Wir wollen ja attraktiv, offensiven Fußball bieten und da braucht man die entsprechenden Spieler dazu. Und das war bis dahin immer eine sehr, sehr gute Kombination und an dem arbeiten wir auch weiterhin. Also ist für mich schon ein wichtiges Thema, ja. Claude Riff, les Suisses-Allemands nous prennent vraiment pour des fumistes, nous Non, les Romans. il n'a pas parlé de fumisterie, pas du tout. Il a parlé de l'imagination. Hein, et je pense qu'effectivement, c'est un bon dosage parce qu'il dit que les Suisses allemands sont sérieux, la sériosité des Suisses allemands à la Que football nous, on est un Verband petit peu chez plus nous, détendus, pas vraiment non, fumistes. Mais vous qui avez l'habitude Voilà. justement d'entraîner les équipes juniors de Suisse, il y a vraiment une différence entre le football des Suisses allemands et des Romans? Mais écoutez, ça c'est quand même, je pense, non, ça a passablement changé. On aimerait des fois que les Suisses allemands qui soient un peu plus suisses-allemands, effectivement, un peu plus sérieux. Mais non, je crois qu'effectivement, la mondialisation touche aussi la Suisse allemande et la Suisse romande. Bon, un autre derby, on découvrira la 3e page de notre entretien tout à l'heure avec le président du FC Zurich. Ce sera au sujet évidemment de l'Europa League, puisqu'un autre derby en Super League avait lieu ce dimanche. C'était à la Stockhorn Arena, Vincent, entre Thun et Young Boys. Thun qui devient un peu le voisin bruyant du côté de Berne. En effet, ils avaient fait un excellent match face à IB au Stade de Suisse. Voyons ce qui s'est passé du côté de la Stockhorn Arena. Sans Sorgic ni Waro, les deux meilleurs buteurs du championnat sont blessés. Première occasion, 5e minute pour Thun. C'est Hunziger qui va passer entre Lauper et von Balmos qui se sont un peu mal compris. Lauper qui va sauver son erreur sur la ligne et surtout sauver son portier en se précipitant sur ce ballon. Il a un peu de chance en sortant cette balle. Si Thun a bien débuté la partie, c'est IB qui va profiter d'une erreur de Souter qui marche sur la balle. La situation est un peu confuse. Le ballon va arriver pour une frappe et c'est Glarner qui va sauver Fèvre derrière le portier thounois. Glarner qui touche ce ballon du bras. Monsieur Klössner l'a vu et donne un penalty logique. Glarner qui écarte les bras pour bloquer cette balle. C'est Assalé qui va prendre la responsabilité de ce penalty face à Guillaume Fèvre. Ici, c'est Thun qui s'était procuré la première occasion. Eh bien, Assalé, lui, donne l'avantage à IB avec un contre-pied parfait.
puis juste avant la mi-temps, 46e minute. Grosse occasion pour Thun sur corner. Von Balmos qui se couche sur ce ballon qui avait été dévié devant lui. L'action se poursuit avec Karlen puis Spielmann et Glarner qui va être tout proche de toucher cette balle. Von Balmos s'interpose. Et c'était très très dangereux juste avant la mi-temps d'ailleurs. Monsieur Klössner siffle la mi-temps tout de suite après cette occasion. IB qui mène toujours au score en seconde période et qui va se montrer dangereux à la 55e. C'est un centre de Benito qui va arriver jusqu'à Fasnacht. Et voilà, Benito, le centre pour Fasnacht en 2 temps. Et une volée de Fasnacht qui va trouver la transversale de Fèvre qui était battue. La volée, elle est superbe, hein, l'équilibre du joueur. Regardez là. Et puis 66e, une occasion pour Thun avec un coup franc de Tosetti, un ballon qui traîne. Et c'est Miguel Rodriguez qui prend sa chance. Von Balmos fait l'arrêt, un arrêt décisif aussi, Claude. Oui, tout à fait. C'était à la suite d'une balle arrêtée. Avec Tosetti, il y a toujours des balles arrêtées dangereuses, regardez. Puis les Thunnois vont être récompensés à la 81e avec un énorme travail de Salanovic qui était entré en jeu sur le couloir gauche. Salanovic qui va servir Spielmann. Et regardez comme il va éliminer son adversaire, centré devant le but. Spielmann peut ouvrir le pied et battre Von Balmos 1-1. 10e but de Spielmann. Avec Sorgic et Spielmann, Thun a aussi 2 buteurs de haut niveau. Et si vous êtes sensible, fermez rapidement les yeux parce que Ediger, le capitaine thunnois, va se blesser sur cette occasion, sur cette action, au contact avec Sceaux. Là, sa jambe qui passe sous le milieu de terrain d'IB. Blessure assez grave, il va quitter le terrain sur civière. On parle des ligaments croisés qui seraient déchirés selon les premières informations. Voilà, donc si vous êtes sensible, c'est maintenant que vous fermez les yeux. Ça, c'est la tuile. C'est quand même une perte assez importante, Ediger au milieu de terrain, parce que c'est un joueur emblématique, capitaine et aussi un joueur qui porte ce FC Thun qui réussit très bien cette saison. Absolument, c'est plus que du 100% Ediger au FC Thun. Et effectivement, cette blessure, j'espère que ce n'est pas les ligaments croisés, parce que c'est une année en comptant les matchs, les 8 ou 10 matchs. C'est ce qui a été annoncé en tout cas. Voilà. Mais quand c'est à chaud comme ça, il faut toujours se méfier. Je crois que les médecins sont toujours très prudents tout de même. À chaud, c'est difficile. Et espérons que ce n'est pas la nouvelle définitive. On fera évidemment le point dans le prochain studio de Super League. On va écouter une réaction du côté du FC Thun qui décroche donc un bon point à domicile face à IB. C'est celle de Miguel Rodriguez. Miguel Rodriguez, ce point, vous êtes allé le chercher. Ah, ça c'est clair, on allait le chercher. On s'est dit à la mi-temps qu'on pouvait gagner ce match. Donc on s'est dit on donne tout 100% sur le terrain. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis je suis vraiment content de l'équipe, du travail qu'on a fait sur le terrain. Donc bravo. Il y a eu des moments un peu de frustration parce qu'on voyait que vous poussiez, que vous créiez des occasions sans réussir à tromper votre adversaire. Ah, c'est clair, on était frustrés parce qu'on a eu pas mal d'occasions quand même. On aurait pu marquer. Mais bon, c'est le foot, donc on a continué jusqu'à la dernière minute. Même sur le corner, à la dernière minute, on aurait pu marquer. Donc, mais bon, on est content du match, donc c'est top. Et bon, accrocher Young Boys cette saison, c'est déjà presque un exploit. Ah, c'est vrai que c'est pas facile, c'est vraiment une bonne équipe. Ils sont vraiment forts, donc voilà, comme j'ai dit, on est vraiment content de l'équipe. Enfin, on a fait un super boulot et voilà. Miguel Rodriguez qui sera notre invité dans la prochaine heure de jeu dimanche, alors que le FC Thun se déplacera au Kibun Park pour affronter Saint-Gall. Claude, quand on voit les performances de ces équipes qui sont à la chasse aux places européennes, ce deuxième tour promet vraiment d'être très intéressant parce que Thun qui bat Zurich, qui accroche un point contre IB. Il y a Saint-Gall aussi qui a une belle figure. Zurich, Bâle, ça va être très intéressant. Ça va être intéressant. S'il n'y a pas de suspense pour le titre de champion de Suisse, pour les places en Europa League, pour la deuxième place, voire aussi pour la relégation. Donc c'est vrai que ces championnats de 2 fois 10 équipes amènent beaucoup de suspense, pas toujours un suspense positif quand on est entraîneur ou joueur, mais un suspense pour les téléspectateurs. C'est vrai que la configuration, elle est excellente. Ouais, surtout avec du beau jeu comme proposé, notamment dans cette partie-là. De son côté, le FC Sion, Vincent, retrouvait enfin la compétition ce dimanche devant son public, avec la réception de Lugano et puis avec une défense, on va dire, un petit peu inédite. Oui, une défense inédite proposée par Mourad Yakin pour affronter
affronter ce Lugano. On a 3 milieux de terrain qui ont été reculés en défense centrale. C'était plutôt particulier. Lugano qui ne réussit pas très bien au FC Sion. C'est 5 matchs sans victoire pour les Sédunois face à cette équipe en Super League. Et ça commence plutôt mal à la 10e avec l'ouverture du score de Gerndt. Magnifique passe de Piccinocchi qui lance Alexander Gerndt qui adore marquer contre le FC Sion. C'est son 8e but contre cette équipe. C'est un de ses adversaires favoris. 25e minute réaction sédunoise sur ce coup franc. On a Adrian et Casami autour du ballon. C'est Adrian qui va le frapper. Et puis surtout Baumann, le portier luganais, qui va relâcher devant lui. Legnani qui fait son retour de blessure peut égaliser pour les Sédunois. Et on revoit la faute de main de Baumann. 49e, une grosse occasion pour... on est directement à la 66e. Une chance pour Lugano. C'est Carlinhos qui va être en excellente position sur cette passe en retrait. Et Fickencher fait l'arrêt, un arrêt miracle, là, Claude. Oui, c'est un arrêt de gardien de handball. Avec cette frappe à bout portant de Carlinhos, mais Fickencher ne fait en fait que retarder l'échéance parce que 11 minutes plus tard, donc à la 77e, Lugano va prendre l'avantage. C'est Fazliou qui va remettre de la tête pour Sabatini. Vous allez le voir, la défense sédunoise qui n'est pas forcément à son avantage. Là, on a des mouvements dans tous les sens, ça semble un peu perdu. Et Sabatini qui peut battre Fickencher en ouvrant le pied. 2-1 pour Lugano. Et les Luganais qui en sont tout à leur joie parce que c'est vrai que Sion avait par moments repris le dessus dans cette partie. Monsieur Tchoulik a eu beaucoup de travail, il y a eu énormément d'avertissements distribués dans ce match. Et puis à la 90e, on a ce qu'on pensait être la balle de l'égalisation et qui est une balle d'égalisation pour JT. Il est face à Baumann, tout seul, il couche le gardien et là, incroyable, il trouve la transversale. On pense Sion définitivement battu dans cette rencontre, surtout quand on ne concrétise pas ce genre d'occasion de la part de JT qui était entré en jeu. Et pourtant, 94e minute, dans les derniers instants de cette partie, alors que Fickencher était monté sur ce corner de Casami, c'est Endoy qui va égaliser pour Sion. Gros ouf de soulagement, Endoy, son premier but cette saison pour les Sédunois. Claude, c'était compliqué pour Sion dans cette partie. Alors, pas immérité. C'est vrai que ce match nul, il est logique. Il y a eu quand même des grosses occasions, mais c'était compliqué, et surtout quand vous perdez 2-1 à 20 minutes de la fin et que les choses ne s'arrangent pas comme vous le voulez. Il y a eu quand même un artifice tactique avec ces 3 défenseurs qui sont 3 demi. Ils ont caissé le 2-1 quand Kouassi venait de sortir, donc son homme de base pour un attaquant, et tout d'un coup, c'est 2-1 pour Lugano. Là, j'ai commencé à avoir peur pour le FC Sion, mais on voit quand même, on sent le public, par exemple, derrière le but. Il y avait le corner de Casami, la 93e, tout le monde encourage. Donc il y avait quand même une ambiance positive dans le stade qui, quelquefois, vous aide à égaliser à la 94e minute. Et quand même vous dire que pour Lugano, c'est un 8e match sans victoire. Dans les rangs valaisans, Alain Rohrbach a recueilli la réaction de Kevin Fickencher après le coup de sifflet. On l'écoute. Kevin, reprise compliquée contre Lugano. Vous accueillez comment ce 2-2 ? Bon, au final, on prend ce point, je pense, vu les dernières minutes. Voilà, on prend ce point. Maintenant, on sait qu'il y a du boulot encore, donc voilà, on va continuer, on va travailler. On s'attendait peut-être à plus de maîtrise offensive de votre part après un long travail en Turquie. C'est Lugano qui vous a fait déjouer ou vous êtes toujours en phase de recherche quelque part ? Bah écoutez, on est tombé sur une bonne équipe de Lugano, ils ont joué leur chance à fond. Après, c'était notre premier match pour nous, au contraire du Lugano. Voilà, il fallait qu'on trouve un petit peu nos repères. C'est clair que les matchs amicaux, ça ne remplace pas la compétition, donc ça, il fallait qu'on s'y attende. Maintenant, voilà, je pense qu'il y a eu des bonnes choses, il y a eu des choses aussi à corriger. Et voilà, il va falloir corriger ça très rapidement, parce que mercredi, il y a déjà un match important. Et puis, je vous le disais en ouverture de cette heure de jeu, les supporters qui avaient fait le déplacement cet après-midi à la Maladière ont été récompensés, puisque pour la première, sous la houlette de Stéphane Anchaud, Neuchâtel-Xamax s'est imposé, chose qui n'était plus arrivée depuis le 26 septembre dernier. Les Rouges et Noirs qui se sont montrés les plus dangereux dans cette entame de match, avec, on la découvre, la frappe lointaine de Velozzo qui oblige Tsibung à intervenir. Après 4 minutes, c'est toujours intéressant d'avoir la première occasion de but et de prendre un peu l'emprise sur le jeu, d'être dangereux tout simplement. On va changer de camp pour une autre frappe sèche et lointaine, celle de Sidler après le quart d'heure de jeu. Bonne intervention de Walter qui a été brillant dans cette partie. Voilà, oui, qui a joué son rôle de capitaine et de gardien et qui a amplement participé à cette victoire. En
on revoit la détente ici du capitaine. Et puis 5 minutes plus tard, Claude, c'est logiquement que Xamax va ouvrir le score sur un coup franc lointain de Velodo. C'est Ademi à la finition. Ademi dans un tackling difficile à réaliser. Ça, c'est le but du vrai attaquant. C'est vraiment pas facile à faire. Et un très bon ballon qui passe par-dessus tous les défenseurs. Vous voyez, il y a Ademi, il trouve une solution dans le dos de la défense. Bien joué. Xamax qui joue dans la verticalité, qui se projette vers l'avant et qui va pouvoir doubler la mise grâce à l'inévitable Raphaël Nuzzolo. On est juste avant la pause, ça tombe bien. Oui, ça tombait bien avec le buteur s'exprime comme Seredier là sur cette action. Et là, c'est des buts de vrais buteurs. Hein. C'est des frappes typiques d'attaquants. Elles sont très puissantes, très bien. Et surtout, elles frappent le sol juste avant. Sur ce terrain synthétique, c'est imparable. Et puis en deuxième mi-temps, Weiler a joué son va-tout, oui, avec les entrées d'Eleke et de Machaï en attaque. Ce dernier va buter sur Walter à la 71e. Il fallait faire cet arrêt parce qu'il restait quand même 20-22 minutes. Et s'il y avait eu déjà le 2-1, alors qu'il reste 22-23 minutes, tout d'un coup, la perte de confiance peut quand même survenir. Et là, cet arrêt, pour moi, il est presque fondamental pour la victoire finale. Double arrêt, puisque 2 minutes plus tard seulement, le capitaine va s'illustrer sur la tentative d'Eleke cette fois-ci. Oui, Lucerne qui était plus dangereux en deuxième mi-temps, qui s'est créé plus d'occasions de but que Neuchâtel Xamax. C'était peut-être à prévoir, gérer ce 2-0. Regardez cette frappe. Et là, de nouveau aussi, cette volée, un peu comme le joueur de Sion. Quand le ballon il rebondit trop haut, ben voilà, la volée, elle est difficile. C'est pas toujours une maladresse technique. Mais la technique aérienne, vous maîtrisez pas toujours la technique aérienne. Du coup, le ballon, il rebondit plus haut que prévu. 80e minute de jeu, c'est Schulz qui va redonner tout de même espoir à Lucerne sur le service de Vargas. Alors, bien amené, une passe dans le dos. Et là, il restait quand même 10-12 minutes. Et on avait un petit peu des craintes tout de même. C'est vrai que Neuchâtel Xamax s'est fait quelques frayeurs dans cette deuxième période, mais on va terminer avec une dernière séquence dès lors qu'on aura revu le ralenti de ce but. Une dernière séquence à mettre au crédit des Neuchâtelois. C'est la tentative de Seredier à la 90e minute, qui lui aussi a fait un beau match, qui a bien gratté les ballons et fait le job. Oui, il était un des leaders. À noter que Lucerne a eu un carton rouge, donc là, Xamax est à 11 contre 10, qui était aussi une bonne nouvelle. Une belle frappe et puis surtout montrer Seredier avec Piquet au milieu, le gardien, enfin tous les joueurs, tout le monde a joué à son niveau, a joué collectivement et surtout comme j'ai dit à la mi-temps, ils étaient dans les positions défensives quand il y avait du danger, ils ont évité ce danger-là en gagnant les duels ou en gênant les duels parce que plusieurs fois ils ont dû se battre sans gagner le duel mais en bousculant l'attaquant par exemple, ce qui n'était pas toujours le cas et puis après avec le ballon ils ont joué au foot, ils sont capables de le faire, une équipe qui est dernière du classement. Donc, pas de miracle et pas un jeu chatoyant. On n'est pas le FC Thun ou Young Boys, mais quand même, c'est prometteur. Et surtout, je pense qu'à un moment donné, c'était vraiment la dernière qui sonnait. À un moment donné, il faut gagner le match et c'était celui-là. Donc, au-delà du résultat, le fond de jeu vous a convaincu. Claude, c'est là-dessus qu'il faut s'inspirer pour la suite? Alors, le fond de jeu, c'est surtout l'état d'esprit et le fond de jeu qui en a découlé. Pas sur 90 minutes, mais bien sûr, c'est un état d'esprit. Et puis après, il faut rééditer maintenant parce que le match suivant, ça sera un peu différent à Grasshoppers. Mais il y a quelque chose qui s'est passé sur le terrain. En tout cas, Neuchâtel Xamax a gagné le match qu'il fallait. Puis voilà, maintenant, se reposer, c'est quand on est dernier du classement, c'est justement de rééditer ça qui fait la différence et que vous pouvez peut-être tout d'un coup être 9e ou 8e, ce qui est le but de l'opération. Bien sûr, il faudra confirmer dès la semaine prochaine. On va écouter la réaction de l'un des grands artisans de cette victoire. C'est celle du capitaine et du portier, Laurent Walter, au micro de Stéphane Amoroso. Laurent Walter, félicitations, c'est une victoire qui arrive à point nommé, elle fait énormément de bien à toute l'équipe. Oui, c'est clair, elle était, on va dire, attendue. Non, mais c'est une victoire qui est pour le moral, évidemment pour le classement, parce que on a la chance de ce soir recoller à un point de Getse. Je ne connais pas encore les résultats, je ne sais pas ce qu'ont fait des adversaires comme Lugano par exemple, mais pour nous, si on va déjà commencer à y aller pas par pas, balayer devant notre porte, et puis c'est vrai que on savait que c'était un match un petit peu capital, un tournant peut-être de notre saison, avec les bouleversements qu'on a vécu ces derniers jours ici à la Manadière. On a su passer de la parole aux actes. C'est souvent facile de discuter dans les vestiaires, de tenir de grandes théories, d'essayer de refaire le football à l'interne dans les vestiaires. Et puis le plus dur, c'est de le retranscrire sur le terrain. Je crois que pendant une grande partie du match, on a su le faire. Peut-être de temps en temps, on a sacrifié un petit peu la jouerie xamaxienne qu'on a connue ces dernières années, mais
Aujourd'hui, on a gagné 2-1 face à un adversaire voilà, avec pas mal de qualité malgré tout. Et puis je crois qu'on peut être fier de ce qu'on a fait. Vous parlez des événements évidemment qui sont intervenus cette semaine, mais on le voit, Xamax a su rebondir. Comment ça s'est passé finalement pour vous qui êtes un des cadres de l'équipe, cette annonce du renvoi de Michel Decastel et puis tout le travail jusqu'à cette victoire ce soir? Ouais, bah, évidemment, il a fallu encaisser, il a fallu faire avec, parce que malgré tout, on est des employés du club, on joue pour Neuchâtel Xamax, et puis on n'avait pas le temps, on n'est pas dans une situation où on a le temps de gamberger. Je crois qu'on est un petit peu dans l'urgence malgré tout, parce que voilà, les résultats, bah, c'est ce qui compte le plus dans le football. Notre classement actuellement ne nous permet pas de réfléchir, de faire des plans sur la comète. Il faut des résultats, il faut des points. Il fallait aller chercher une victoire aujourd'hui, donc on s'est mis au diapason, on s'est mis à l'écoute de M. Anchaud, qu'on connaît, qui nous connaît, donc c'est pas non plus quelque chose, voilà, c'était pas un tremblement de terre qu'on a vécu à la Maladière, mais il a fallu voilà, adhérer à son nouveau discours, et puis comme je l'ai dit avant, voilà, passer de la parole aux actes. Il a sa façon d'être, il a un nouveau discours, une façon de préparer les matchs différente, ce qui est normal, chaque entraîneur a son grain de sel à amener dans un groupe, et puis nous, la chose à faire, voilà, quand on est employé de Neuchâtel Xamax, c'est adhérer au chef et puis aller de l'avant, serrer les coudes entre nous, être solidaires et puis essayer de gagner les matchs, chose qu'on a faite. Voilà pour Laurent Walter, toujours lucide et clairvoyant. Une autre réaction à présent, celle d'un homme très fidèle à Neuchâtel Xamax, l'homme aux 100 matchs, Mike Gomez. Mike Gomez, pour vous, c'est une 100e réussie. Il y a tout qui a été réuni, hein, le 100e match de suite et cette victoire aujourd'hui qui fait beaucoup de bien. Oh, c'est clair, je ne pouvais pas rêver mieux. On a fait un gros match, en tout cas dans l'intensité. Tout n'était pas parfait dans le jeu, mais je crois qu'au niveau de la combativité, on n'a rien à se reprocher. On a vu une équipe plus solide défensivement. On peut déjà dire qu'on voit un peu la patte de Stéphane Anchaud dans cette équipe. Bah, écoutez, c'est ce qu'on a travaillé cette semaine. Donc voilà, on a voulu jouer entre guillemets simple, pas prendre trop de risques. Et puis ça a payé. Malheureusement, on a repris encore ce but en fin de match, mais dans l'ensemble, on peut être content de ce match. Une victoire qui fait énormément de bien pour vous au classement. Maintenant, il faudra confirmer face à Grasshopper la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Bon, on a vu que Getse avait perdu hier. On arrive à recoller un petit peu. Maintenant, il y a ce match important la semaine prochaine et puis on va s'y préparer cette semaine. Et on vous l'avait promis, vous les avez tous revus, les buts de ce week-end. On va revoir ensemble une nouvelle fois le tableau complet des résultats, Vincent, et puis évidemment le classement mis à jour. Et le classement qui n'a pas énormément bougé finalement. Retour donc sur ces matchs de la 20e journée. Zurich, Getse, victoire des Zurichois, de Zurich du FC Zurich 3-1, Bâle, Saint-Gall 1 partout, Sion Lugano 2 partout, Tournai 1 partout, et puis la victoire de Neuchâtel Xamax face à Lucerne 2-1. Au classement, donc, on vous le disait, IB qui n'en profite pas pour accroître son avance sur Bâle. On reste toujours avec 19 points. C'est comme un bel écart. Thun ne profite pas non plus pour revenir et passer les Bâlois. 2 points séparent le FC Thun et les Rhénans. Sion est 7e avec ses 22 points. Et puis Neuchâtel revient donc à 1 point de Getse en fin de classement. Le programme de la prochaine journée, samedi, le duel entre Lucerne et Lugano à la Susport Arena, le déplacement du FC Thun à Saint-Gall. Dimanche, match à 6 points pour Xamax qui rend visite à Getse. Un avant-goût de quart de finale de Coupe de Suisse entre Bâle et Sion. Et le choc de haut de classement entre IB et Zurich, ce sera du côté de Berne. Et vous le savez, vous pouvez en tout temps remporter vos billets pour assister à ces rencontres. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur notre page Facebook Téléclub Sport Romandie. Vous allez mettre un petit pouce en l'air et vous allez cliquer sur le lien pour vous inscrire à notre concours. On vous souhaite évidemment bonne chance pour le tirage au sort et pour vous retrouver prochainement dans l'un des stades de Suisse. À chaque mercato, c'est un petit peu la même histoire. Les transferts des grands joueurs atteignent, vous le savez, des sommes records. Mais sur quoi se basent ces montants exorbitants? En Suisse, à Neuchâtel exactement, la FIFA a mis sur pied une entité chargée d'estimer la valeur des joueurs professionnels. C'est l'Observatoire du football. Vincent Rigolet, vous êtes allé les rencontrer en compagnie de Kevin Rumley. C'est juste à 2 pas de l'université de Neuchâtel. On découvre votre reportage. Fondé en 1995 par l'université de Neuchâtel et la FIFA, le Centre international d'études du sport s'est doté en 2005 d'un observatoire du football qui publie ponctuellement des classements de la valeur des joueurs. Âge, performance individuelle et collective, durée du contrat, de nombreuses données sont compilées. On a pu justement créer des modèles statistiques pour dire combien on a payé dans le passé pour des joueurs qui ont des caractéristiques similaires. Et à partir de là, on peut prédire aussi combien vaut aujourd'hui un joueur, même s'il n'a pas encore été transféré.
Si Kylian Mbappé est au sommet du dernier classement de valeur avec ses 218 millions d'euros, on peut s'étonner de retrouver le dernier lauréat du Ballon d'Or, estimé 17 millions par les chercheurs du CIES. Modric a 32 ans. Il y a quand même une certaine logique de dire que Modric, peut-être que si un club veut le recruter, il devra lui donner un salaire très élevé du fait qu'il est Ballon d'Or et que c'est quand même un bon joueur. Mais du fait de son âge, le club d'appartenance va difficilement pouvoir demander plus que 20, 30 peut-être millions, mais pas plus, quoi. Comment raisonnent les chercheurs de l'Observatoire du football pour évaluer la valeur d'un transfert? Cas concret, en prenant pour l'exemple un jeune espoir de notre championnat. Bastien Thomas, c'est surtout un joueur très jeune qui fait beaucoup de minutes, donc ça c'est vraiment 2 critères déjà très importants, qui a une trajectoire ascendante pour l'instant, donc on voit bien la dynamique avec ses performances et ses minutes de jeu qui le tirent vers le haut aussi. Après, les résultats du FC Sion ne le favorisent pas forcément, dans le sens que s'il était à Young Boys, il vaudrait sans doute le double déjà, parce qu'il aurait fait la Ligue des Champions. Un autre petit problème, c'est qu'il a un contrat jusqu'en 2020 seulement, selon nos informations, donc du coup, pas un contrat de très longue durée, ce qui met un peu de pression, surtout s'il ne veut pas renouveler, du point de vue du club, et donc avantage le potentiel club recruteur. Donc aujourd'hui, si on pense à un club comme Marseille, le juste prix pour Marseille serait de l'ordre de 8 millions d'euros, d'après nos calculs. Par contre, si c'est un gros club, son prix serait plutôt de l'ordre de 12 millions, parce que la puissance financière du club acheteur rentre aussi dans le modèle, évidemment. Et si Bastien Thomas prolongeait son contrat pour 2 années supplémentaires, on va dire, jusqu'en 2022, sa valeur pour un club comme Manchester City serait plutôt de l'ordre de 20 millions. Et pour l'Olympique de Marseille, ce serait plutôt de l'ordre de 13-14 millions. Donc on voit bien l'importance aussi d'avoir des contrats de longue durée pour avoir un pouvoir de négociation plus fort lors des tractations qui ont cours dans un transfert. 20 millions d'euros si un gros club anglais venait chercher un espoir de 19 ans qui n'a disputé que 35 matchs de Super League. Est-ce que le monde du foot marche sur la tête? On dit toujours que ces sommes n'ont rien à voir avec la réalité, qu'il n'y a pas de rationalité. Clairement, il y a quand même une rationalité. On a des modèles statistiques qui expliquent en grande partie les sommes qui sont dépensées. Donc on voit bien que les acteurs du marché se basent bien sur quelque chose. Et donc d'où on a essayé de rendre ça, disons, encore plus objectif. Et donc l'intérêt, évidemment, si vous avez des litiges sur des transferts de joueurs, par exemple, c'est celui d'intervenir comme expert indépendant et neutre pour donner le juste prix d'un joueur. Le juste prix peut-être, mais le marché s'emballe ces dernières années. C'est vrai qu'il y a une inflation énorme. Les 5 dernières années, les prix ont doublé. Un joueur qui valait il y a 5 ans le juste prix 20 millions, aujourd'hui il vaut 40. 80, ça fait 160. 100, 200. Jusqu'où? Ça, c'est la grande question. C'est sûr qu'à un certain moment, peut-être que, je ne sais pas, le déséquilibre des championnats va faire qu'il y aura moins d'intérêt. Mais tout ça, c'est de la musique d'avenir. Pour les 2-3 prochaines années, je pense qu'il y aura de nouveaux records battus sur le marché des transferts. Ça, il y a peu de doute là-dessus. Claude Rif, cette inflation, cette spéculation, vous qui entraînez des jeunes, qui êtes tout le temps au contact des très jeunes joueurs, ça vous inspire quoi? Plusieurs choses. Je pense qu'on n'a pas assez de temps pour en parler. Mais là, j'ai l'impression qu'on parle de Monopoly. On est en plein Monopoly. Mais surtout, imaginez pour les jeunes joueurs ou pour les formateurs. Donnez-moi le nom d'une personne en Suisse de 20 ans qui vaut 8 millions ou 12 millions. Ça n'existe nulle part. Et comment voulez-vous après, comment garder son équilibre avec le salaire qui va aller avec si tout d'un coup, et il doit garder son équilibre, il doit rester une personne raisonnable, et puis après il doit gérer sa vie, footballeur et extra-football, avec tous les gens qui ont de l'intérêt à vendre ce joueur 8 ou 10 millions. C'est très dur d'être footballeur. C'est pas seulement sur le terrain, mais c'est d'avoir un équilibre privé d'être humain qui est hors norme. On leur demande d'être hors norme aux footballeurs. Et en plus, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'effectivement, les prix ont doublé parce que les recettes de télévision ont doublé, parce que le football est le sport le plus aimé sur la planète. Alors, tant mieux, mais en fait, le football pourrait vivre la même chose avec des prix qui sont divisés par 10. Messi n'arrête pas le football si d'un coup il gagne que 2 millions ou 1 million au lieu d'en gagner 25. Il continue à jouer au football. Donc c'est extra football, c'est extra sportif. Et là, on regarde les choses et on est totalement impuissant. Et ça fait tourner la tête évidemment. Ça c'est pour le championnat suisse, pour la Champions League.
League avec les clubs qu'on retrouve dans les affiches, c'est évidemment encore plus grand. D'ailleurs, Raphaël Epoli va nous en parler. Il sera sur notre plateau de Champions League mardi pour parler de ces chiffres qui font absolument tourner la tête, notamment, et puis d'autres statistiques, puisqu'il est le directeur, on le rappelle, de l'Observatoire du football. On suivra avec lui le très attendu match aller de 8e de finale entre Manchester United et le Paris Saint-Germain. Parce que oui, les compétitions européennes sont de retour sur Téléclub dès mardi. On s'en réjouit. Regardez un petit peu ce qui vous attend. Les semaines européennes sont de retour sur Téléclub Sport. Place aux choses sérieuses avec les 8e de finale de l'UEFA Champions League mardi et mercredi. Des duels intenses et indécis sont au programme, dont Manchester United Paris Saint-Germain et Tottenham Dortmund. Jeudi, rendez-vous avec l'UEFA Europa League. Tous les 16e de finale sont à suivre sur Téléclub Sport, dont le très attendu Zurich-Naples. AS Rome Porto, Manchester United Paris Saint-Germain, Tottenham Dortmund, Ajax Real Madrid et Zurich Naples. Belle semaine européenne avec Téléclub Sport. Et sympa hein, la programmation sur Téléclub. On espère évidemment que vous serez des nôtres pour suivre toutes ces rencontres, avec notamment la venue du mastodonte napolitain au Letzigrund. Ce sera la grande fête du football suisse à Zurich. On va retrouver le président justement du FC Zurich pour en parler de cette Europa League avec le dernier volet de cet entretien. Also jetzt muss ich einmal sagen, dass der FC Zürich, auch wenn das vielleicht viele Leute nicht wissen oder nicht gerne hören, der FC Zürich ist betreffend Europacup die erfolgreichste Mannschaft in der Schweiz. Demi-finale 77. Wir sind zweimal sind wir im Halbfinale gewesen, Europacup der Meister, 1964 gegen Real Madrid und 1977 gegen Liverpool. Also von dort her hat der FC Zürich auch eine gute Geschichte zum Europacup. Das war damals einfach immer so eine ganz spezielle Atmosphäre Europacup. Und ist einfach ein Höhepunkt in jedem Jahr und darum ist es für mich einfach wichtig, dass wir wirklich versuchen, jedes Jahr in der Gruppenphase dabei zu sein. En regardant les matchs de Coupe d'Europe de Zurich depuis que vous êtes président, je me suis dit il y a deux événements qui ont dû marquer, on ne le connaît pas. La victoire à Milan en Ligue des Champions et battre Bayer Leverkusen ici il y a quelques semaines. Das waren natürlich die größten Siege, die auch in der Öffentlichkeit, auch international natürlich sehr wahrgenommen wurden. Das war 2009 AC Milan mit einer Weltklasse-Mannschaft. Die hatten wirklich super Spieler, Ronaldinho und wie die alle geheißen haben. Und wir haben dort wirklich ein super Spiel gehabt. Und jetzt zum ersten Mal in der Geschichte vom FC Zürich gewinnen wir gegen einen Bundesliga-Verein, Bayer Leverkusen, eine Top-Mannschaft, mit einem Transferwert von mehreren 100 Millionen Franken. Nein, das war ein verdienter Sieg. Aber ich habe natürlich viele andere Europacup-Spiele miterlebt, die emotionell auch extrem wichtig waren, als wir uns zum Beispiel Champions League, für die Champions League qualifizierten 2009, das war gegen Windpils. Wir mussten in St. Gallen spielen, weil das Stadion Letzigrund gesperrt war. Als wir dann wirklich das geschafft haben, da sind ein bisschen die Tränen gekullert. Das Europacup ist schon etwas ganz Besonderes. Les prochaines émotions européennes, c'est Naples. Une chance ou une malchance d'avoir tiré cette équipe? Auf alle Fälle eine Chance. Natürlich habe ich immer gesagt, ich möchte einmal gegen einen englischen Club spielen. Wir haben noch nie, seit ich dabei bin, gegen einen englischen Club im Europacup gespielt. Ich habe der Mannschaft gesagt, ja, Napoli, das ist ein guter Gegner, klar, starker Gegner, aber wir spielen jetzt nicht gegen Napoli und vor lauter Bewunderung bleiben wir stehen. Das ist nicht der Höhepunkt. Das ist nicht der Höhepunkt. Höhepunkt ist nächste Runde. Also ich will, dass wir eine Runde weiterkommen. Logisch, klar, auf dem Papier ist Napoli haushoher Favorit. Bon, passer Naples pour jouer contre un club anglais, Chelsea ou Arsenal. Das ist die Vision. Genau.
Merci beaucoup à Nicolas Emenecre pour cet entretien réalisé également aux côtés de Kevin Rumley. Claude Riff, vous y croyez à la surprise de ce FC Zurich contre Naples? Sur un match à Zurich, oui. Sur le match aller-retour, retour à Naples, je pense que ça va être difficile. Mais ce serait un authentique exploit. Et puis quand on est footballeur, on vit pour l'authentique exploit. Allez, une fois tous les 10 ans, on va faire un authentique exploit. On en a vu des clubs suisses battre des grosses équipes, des grosses cylindrées en compétition européenne. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, c'était un certain IB contre la Juventus. Et puis le public suisse apparemment porte nos équipes, puisque c'était au Stade de Suisse. Puis là, on va avoir un Letzigrund blindé, ça aussi, ça fera plaisir. Oui, mais encore une fois, c'était un match. Et IB a fini dernier du groupe. C'est que sur un match, tout est possible. Sur le match aller-retour, c'est quand même plus compliqué. Il y avait aussi Wettingen avec le Naples de Maradona. On a aussi joué contre le Real Madrid, mais quand même là-bas, on se fait éliminer. Enfin voilà, au moment donné, sur 2 matchs, c'est quand même assez compliqué. Bon, affaire à suivre. De toute façon, vous serez évidemment présent si vous n'avez pas obtenu votre ticket. Ce sera sur Téléclub jeudi soir. 7 heures de jeu touche déjà à sa fin. On se donne rendez-vous pour le prochain plateau. Ici même, ce sera de la Serie A, AC Milan, Cagliari à 20h15, présenté par Laurent Antonioli. Et puis, match après match, lundi à 19h en direct avec nos invités ici même. Claude Riff, merci d'avoir été des nôtres. Avec un plaisir, c'était une belle journée. On en attendait beaucoup de cette 20e journée. On a reçu. Absolument. Et on se réjouit de vous retrouver prochainement sur ce plateau. Vincent, merci d'avoir été avec nous. De rien. On remercie évidemment toute la rédaction de Téléclub pour son aide à préparer cette émission. À l'équipe technique, elle était produite, cette émission, par Daniel Bourcalter. Merci à lui et merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve pour la suite de la Super League avec la 21e journée le week-end prochain. Passez une douce soirée et une excellente semaine. Salut!